Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec un invité. On est avec Anthony. Salut Anthony. Salut, j'espère que vous allez bien et en tout cas je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir que tu aies accepté, que tu sois là avec nous aujourd'hui pour parler de ton parcours, de là où tu es maintenant et essayer d'inspirer un maximum de personnes qui aimeraient pousser à changer leur vie, peut-être à investir ou même à être une meilleure personne, d'avoir un développement personnel. Donc voilà, on est parti dans ce podcast. Nickel. Je vais te poser la première question habituelle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? En quelques phrases, je m'appelle Anthony, je suis un marketeur, je vais dire ça comme ça, j'ai commencé mon parcours comme ça, j'ai fait des études dans le marketing. Ici on est à l'UNIF, je suis enchanté d'être là aujourd'hui avec vous parce que vous faites partie un petit peu d'un cursus que j'ai suivi, c'est-à-dire un petit peu cette mentalité de l'entrepreneuriat. Voilà, ça en trois mots c'est ça. J'ai 28 ans et je suis indépendant à full time déjà depuis plus d'un an, ce qui est très peu. J'ai été salarié pendant 6 ans. Donc en sortant de mes études, j'ai fait un bachelier en marketing. Pendant 3 ans, j'ai eu un bon parcours et j'ai fait un stage dans une société de marketing dans la région de Mons qui m'a engagé directement après mon stage parce que je correspondais au profil qu'il recherchait. J'ai travaillé, j'ai acquis de l'expérience, j'ai rencontré pas mal de monde, c'était une bonne expérience. Et ensuite, je me suis lancé en tant qu'indépendant à 100%. Ok, nickel. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement de salarié à indépendant du coup? Là, c'était assez particulier. Je vais dire, il y a eu des raisons économiques, il y a eu un état d'esprit. Savoir que, je vais dire, des fois on le sait, des fois on le sait pas si on est fait pour être indépendant. Il y a des gens, ils le savent, c'est ancré en eux depuis tout petit. Ou alors il y a l'éducation, les parents qui sont déjà indépendants, etc. On sait à quoi s'attendre. Moi, c'était pas vraiment le cas. J'ai mes deux parents qui étaient salariés et qui le sont toujours d'ailleurs depuis toute leur vie. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité de débrouillardise, je vais dire ça comme ça. J'ai toujours aimé vouloir développer, créer et surtout gagner de l'argent. Alors ça, on le voit comme on veut, mais l'argent, ça a toujours été un de mes vecteurs qui m'a poussé à aller vers l'avant et surtout à trouver des solutions. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu lancé, je vais dire. Donc je savais que si j'avais un travail pour moi-même à effectuer, je le ferais bien et j'aurais des clients satisfaits. Ok, t'avais pas de stress. Enfin, t'as eu un stress peut-être quand tu t'es lancé ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. Je crois que, en tout cas, il n'y a personne qui n'est pas stressé en se lançant. Si elle n'a rien à côté, moi c'était un peu le cas. J'ai d'autres sources de revenus et ça m'a un petit peu soulagé, on va dire ça comme ça. Mais ce stress, il peut être beaucoup plus profond. On parlait d'anxiété tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a entre guillemets une sécurité qu'on peut pas développer une anxiété au lancement de son projet. Mhm. Parce que malgré qu'on puisse avoir des compétences bien spécifiques, ça n'empêche pas qu'il y ait une peur derrière. Et moi, en l'occurrence, perdre tout du jour au lendemain pour me lancer dans mon projet, ça faisait partie d'une peur que j'avais. Et tu as commencé à quel âge alors l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je vais dire, je suis indépendant complémentaire déjà depuis 2018, je pense. Ok. Euh, Après, ça c'est anecdotique aussi, mais je pense que pour moi, être indépendant, ça ne veut pas dire avoir ce statut d'indépendant. On le sait, on peut développer des sources de revenus, cette mentalité, cette façon de faire, même à travers un employeur, peu importe, on peut être indépendant pour un employeur. Moi, je l'ai su très jeune, mais je ne l'ai pas fait parce que justement, je voulais mettre de l'argent de côté pour faire de l'acquisition de biens immobiliers. C'était vraiment un de mes objectifs dans la vie. Depuis que je suis tout jeune, je me suis dit, la première chose que je vais faire avec mon argent, c'est le mettre de côté pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Chose faite. Donc j'ai travaillé pendant quelques années, j'ai acquis un petit capital et j'ai eu une opportunité qui s'était présentée à moi. Du coup, j'ai fait une acquisition. Et puis l'entrepreneuriat de manière générale
enfin, je m'arrête et je reviens encore en arrière. J'étais salarié, mais pour moi, ça, c'est déjà une forme d'entrepreneuriat. De prendre son argent pour l'utiliser en investissement. Donc, ça, c'était, entre guillemets, ma première expérience. Et ensuite, bah, dans le marketing, enfin, ma profession, entre guillemets, bah, là, c'est fait un petit peu naturellement parce que une fois qu'on connaît ses compétences, qu'on sait ce dont on maîtrise parfaitement, bah, là, ça se fait naturellement. Ok. Ouais, c'est sûr. Et en plus, ton domaine d'études est un peu lié à l'entrepreneuriat. Le marketing et l'entrepreneuriat, c'est quand même d'une certaine façon lié, je pense. À fond, bah, c'est lié. C'est lié maintenant, encore une fois, c'est une question de personnalité. Mhm. Des fois, il y a le côté créatif en marketing, puis il y a le côté entrepreneur, et puis il y a simplement le côté plutôt vendeur, tchatch, mindset positif, tu vois, à la vente. Ok. Et toi, tu avais lequel, du coup, de côté? Bah, là, sans prétention, moi, je vais dire un petit peu les trois, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, j'aime bien innover, j'aime bien découvrir surtout, me renseigner, regarder des vidéos de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Là où ça bouge. Ouais. J'aime bien aussi aller. Je suis quelqu'un d'extraverti, pardon. J'aime bien aller rencontrer des personnes, discuter, etc. Et, euh, et développer donc ces compétences. Donc, dans tout ce qui est oration. Je sais même pas si on dit ça comme ça, mais pour te dire, je parle beaucoup là. Mais du coup, j'ai pallié les trois compétences pour justement me lancer et profiter du coup de ces compétences pour lancer quelque chose de bien. Ok, Ouais. nickel. De toute façon, en vrai, un entrepreneur, n'importe quel type d'entrepreneur, doit avoir une palette énorme et doit savoir à peu près toucher à tout, puisqu'il est mis à l'épreuve tout le temps dans tout ce qu'il fait. Par exemple, on prend l'exemple de Ludo, qui a un petit café à Mons. Il a dû généralement tout faire, essayer de faire quelques petites économies, par exemple savoir peindre, savoir gérer ses finances, La compta. la compta, tous ces trucs-là. Donc même quand tu deviens entrepreneur, tu vas acquérir de nouvelles expériences, des nouvelles choses que tu n'aurais pas fait en tant que salarié, j'ai envie de dire. En vrai. Exactement, mais en fait, c'est certes, tu dois être multicasquette, c'est important parce que ça va te permettre justement de découvrir, savoir ce dont, enfin, là où tu es bon et là où tu es mauvais, c'est très important. Et après, quand tu développes ces compétences et que tu les maîtrises et que tu maîtrises bien ton business, là, tu vas pouvoir déléguer pour aller plus loin dans ton business. Et c'est là où ça va devenir très intéressant parce qu'au moment où tu délègues de la comptabilité, enfin des services, peu importe dans ton entreprise, tu sais si c'est bien fait ou mal fait. Et là, ça va te permettre justement d'avoir une vision globale de ton entreprise et savoir justement pérenniser sur le long terme. Donc toi, tu as dû déléguer certaines choses. Ici, pour notre structure, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on peut déléguer à des indépendants, à des freelances. À savoir que dans notre secteur, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, des indépendants qui souhaitent vivre simplement de leur taf. Et en déléguant, justement, le rapport du travail, et eux vont bien le faire parce qu'ils sont indépendants, ils veulent garder leurs clients. Et nous, on va être contents parce qu'on voit si c'est bien fait ou mal fait, quoi. Ok. Et au début, tu as eu une certaine appréhension pour déléguer. Est-ce que c'était dur de déléguer ou... C'est très compliqué de déléguer, notamment parce qu'on a envie d'avoir la main dessus, mais parce que le travail n'est pas forcément fait comme toi tu le ferais. Mhm. Mais c'est une façon de voir les choses. Alors des fois on peut trouver la pépite qui travaille parfaitement comme toi, enfin comme nous plutôt, mais voilà, c'est compliqué et des fois on s'adapte et finalement la personne avec laquelle on collabore, elle travaille bien, on se satisfait de son boulot et on peut ajuster en fonction de nos attentes. Ok, nickel. Mais c'est un pas qu'il faut franchir, c'est important. C'est super important en tout cas si on veut aller plus loin dans son business. Ok. Et c'est quel business? On n'a même pas dit. C'est dans le marketing digital. Moi, j'ai une agence dans le marketing digital qui est spécialisée dans la vidéo d'entreprise. Donc voilà, c'est relativement simple. On chope un client, on lui vend des vidéos d'entreprise. Ces vidéos, elles doivent être vues comment? En utilisant un canal. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok. Et lorsque le prospect, son client, clique sur le lien, ça l'amène quelque part. C'est soit sous un tunnel de vente ou un site internet.
Ok, nickel. Et pour l'instant, quel canal fonctionne le mieux, à vrai dire, pour votre entreprise ou... Pour la nôtre, Ouais. pour notre communication en interne, c'est Facebook. Ok. Maintenant, pour les clients, bah, ça diffère. On peut avoir un business. Tu me parlais de Smash Burger, c'est la mode, c'est tendance. Bah, TikTok, ça marche très bien avec ça. Les réels sur Instagram, ça marche vraiment très bien. Il faut donner envie aux clients et bien souvent, bah, on fait en fonction de la cible. Si c'est les plus jeunes, on va viser TikTok. Si c'est les personnes un petit peu plus âgées, on va viser Facebook. Et le bouche à oreille, désolé. Ouais. Non, non, vas-y, je Le voulais bouche à pas. oreille, c'est quelque chose aussi que vous travaillez, qui est quelque chose de très important. Ouais. Là, pour notre propre business, je dirais que c'est même le plus important. Donc, on peut faire de la communication. La communication bien faite sur les réseaux sociaux, c'est un bouche à oreille bah, bien fait dans la vie réelle. Je m'explique. Quand tu chopes des bons clients, on va dire tu chopes des grosses structures, et eux sont super satisfaits de tes services, elles vont en parler autour d'elles. Elles vont en parler à des personnes que tu n'aurais pas forcément eu avec des campagnes publicitaires, mais plutôt avec bah, ton réseau. Et c'est là où le réseau il intervient, et ça peut t'amener des prospects, des clients ultra qualifiés, et que tu n'aurais peut-être pas eu grâce à des plateformes comme les réseaux sociaux. Ouais, donc le networking, c'est vraiment la base aussi dans ton domaine alors. Ça fait partie intégrante de mon secteur. Ça dépend aussi comment tu veux faire développer ton business, tu vois. Si tu veux des clients, entre guillemets, lambda et pérenniser, vivre à l'étranger, etc., bah, c'est top. Tu peux le faire à travers le business en ligne. Moi, j'adore faire les deux, et ça, c'est un point totalement personnel. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, comme je te le disais. J'aime bien discuter, partager surtout. Et avec le networking, ça te permet justement de rencontrer des personnes qui sont peut-être pas sur les réseaux sociaux. En 2024, il y a encore des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et justement, bah, trouver des clients et développer ton business. Et comment tu peux faire un bon networking du coup Un bon networking, pour moi, il doit être bah, déjà préparé. Si tu vas à un endroit spécifique où tu sais déjà qui va participer, bah, après toi déjà aller discuter avec eux, informe-toi un minimum. Ouais, tu vas checker leur profil, voir un petit peu leur site internet, etc. Et ça peut t'amener bah, des choses positives. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est bien aussi, c'est que avec ton marketing de réseau, donc avec ta boîte, qui est, on peut le dire ou pas? Bien sûr. Ouais, c'est Clickeo du coup. Ceux qui veulent aller voir, aller checker, bien sûr, leur travail. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une boîte physique, du coup. T'as pas eu besoin de lever des fonds alors. Exactement. En fait, c'est là où tout devient intéressant pour n'importe quelle personne qui souhaite se lancer dans le marketing, c'est que tu peux démarrer de zéro et bah, aller chercher bah, tes objectifs, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme tu dis, on n'a pas besoin forcément d'un local, on n'a pas besoin d'une voiture pour se déplacer, on a juste besoin d'un bon ordinateur et de compétences. Et des compétences, tu peux les acquérir très facilement. Je pense notamment bah, à YouTube où il y a une source vraiment infinie d'informations et puis un minuscule budget, je ne sais plus parler, un minuscule budget pour te lancer sur les réseaux sociaux, pour acquérir tes premiers clients. Ouais, exact. Ça, c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir lancer un business ainsi sans trop de fonds. C'est quand même rare maintenant. Enfin non, justement, ça devient de moins en moins rare de pouvoir lancer un business sans fonds avec les réseaux sociaux et tout. C'est ça. Bah, attention, il ne faut pas tomber non plus dans le cliché de je vais devenir millionnaire du jour au lendemain. Euh, Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on est dans une société où il y a énormément de réseaux sociaux. On vit à travers notre téléphone bien souvent. On vit aussi sur le fait de se comparer à d'autres personnes, des réussites ou pas. Et c'est pas forcément la réalité. Tu prends ton Insta, tu prends ton TikTok, tu as l'impression que tout le monde voyage à Bali, au Mexique ou simplement fait le tour du monde chaque année. Or, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de se dire je dois travailler, je dois gagner mon argent. C'est peut-être pas un gros mois ce mois-ci, mais le mois prochain, ça sera peut-être un meilleur. Et continuer à persévérer comme ça jusqu'au moment où tu atteins tes objectifs. Et finalement, ben là, tu pourras vraiment vivre de ta passion et pouvoir voyager, etc. C'est sûr, sur Internet, que ça soit sur tous les réseaux sociaux, eh bien, on peut voir
trop facilement un profil, différentes vies, différents parcours, des belles voitures, des beaux voyages, etc. Et les gens aiment ça. Un entrepreneur à succès ne va pas aller montrer ses moments de défaite, on va dire. Ces Exactement. moments où il a dû travailler plus que d'autres, parce que pour devenir entrepreneur et devenir millionnaire, il faut travailler beaucoup plus qu'un salarié même, par exemple, ou même autant qu'un salarié. Et c'est des trucs que les gens ne vont pas aller voir, c'est du contenu que les gens ne vont pas aller regarder. Le fait de voir quelqu'un bosser pendant 12 heures, 15 heures, c'est pas quelque chose qui les fait vibrer. Mais voir une belle voiture, voir des beaux voyages, ça leur fait vibrer. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup... C'est une fausse croyance, mais je pense que c'est une fausse croyance qui devient plus généralisée dans le sens où il y a beaucoup de monde qui savent que c'est une fausse croyance. Devenir riche rapidement, en 24 heures ou en 12 jours ou j'en sais rien. C'est impossible, ça se fait sur le long terme. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemins pour arriver au million. Parce que c'est quand même aussi c'est symbolique être millionnaire. Même si avec 1 million tu fais pas grand chose en vrai parce que tu as toujours envie d'aller chercher plus loin, etc. Donc, ouais, cette fausse croyance de devenir millionnaire très rapidement. Et même, j'ai envie de dire, même si tu deviens millionnaire très rapidement, ça veut dire que tu peux redescendre très rapidement aussi. Exactement, bah là tu as bien défini la situation parce que à savoir qu'on c'est vrai c'est possible hein. Là je vais pas dire que c'est impossible, on peut gagner de l'argent rapidement, mais si t'as pas une bonne maîtrise une gestion financière qui est correcte, tu peux tout perdre. Tu sais, on parle souvent des gagnants du loto qui repèrent tout du jour au lendemain, mais c'est une réalité. Si tu gagnes demain 50 000 euros et tu t'achètes une dernière voiture, un modèle à la mode, bah finalement, tu n'as juste plus rien. Et si tu la revends, ta voiture, même si tu la revends 2 semaines plus tard, elle a perdu 20% de sa valeur. C'est statistique, c'est comme ça. Maintenant, si tu as une bonne maîtrise de ton argent, si tu travailles dur, si tu as travaillé dur justement pour gagner cet argent, tu sais que c'est aussi c'est symbolique de le garder ou en tout cas bah, de le réinvestir. Et c'est là où ça va devenir intéressant et tu vas pouvoir ben, acquérir de nouvelles sources de revenus et développer ton patrimoine. Mhm, exact. Et en plus, punaise, ils ont gagné le loto par exemple. Tu gagnes 100 millions. Mais mec, t'as un putain de départ à faire. T'investis dans l'immobilier, tu utilises le levier bancaire. Ouais, Tu mais vois. Après, là, je me permets 100 millions. Là, on est encore sur des sommes astronomiques. Ouais. Mais bon, même Je pense un que je gagne humain, 100 millions, même un j'arrête humain. quand même. Après, ça dépend arrêter quoi, parce que des fois, on a cette mentalité. Moi, j'aime bien construire, etc. Mais je pense qu'un gars qui gagne 100 millions, ça va être quand même compliqué de tout perdre. Oui. Maintenant, on va prendre des sommes beaucoup plus raisonnables. Tu gagnes 300 000 euros. Alors, non, t'es pas millionnaire, mais 300 000 euros, si tu investis bien ton argent, là, tu peux le devenir très rapidement. Bien sûr. Tu peux faire des promotions immobilières. Attention, toujours bien s'entourer, c'est important. Ou même bien placé dans un business rentable. Ça, c'est aussi intéressant. Mais maintenant, si demain, tu gagnes 300 000 euros, tu travailles chez Colruyt en tant qu'ouvrier, tu as un salaire de 2 000 euros, on va dire, net, et que tu te dis, bon, je vais m'acheter une villa et je la paye cash, bah, c'est triste à dire, mais tu continueras à être ouvrier chez Colruyt pendant le restant de ta vie jusqu'à ta pension. Alors encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est juste dommage parce que ça aurait pu t'ouvrir des portes pour justement avoir une pension anticipée. Et justement, alors je vais te poser une bonne question. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui a 300 000 euros ainsi? Enfin, tu lui conseillerais quel choix? Investir dans l'immobilier, C'est fonder en une fonction, entreprise? tout est en fonction du profil de la personne. Si maintenant elle souhaite ouvrir, j'en sais rien, une librairie, une sandwicherie, une friterie, peu importe, un snack, et qu'elle a vraiment cette volonté mais qu'elle n'a pas le capital, bah, lance-toi, fonce, lance ton business, tu vas être épanoui. Si maintenant c'est une personne qui a vraiment pas d'idée, qui a juste ses 300 000 euros, bah, de manière pérenne, bah, elle achète une petite maison. En tout cas, nous, on est issus de la région montoise, Borinage, etc. Tu peux acheter des maisons à 100 000 euros, les rénover pour, je vais dire, 60 000 70 000 euros et les revendre 240. Donc tu vas retirer ta plus-value et tu réitères tes opérations, j'en sais rien, une ou deux fois par an. Et là, tu vas créer des capitaux assez intéressants pour te créer ta liberté financière. Ok, ouais, c'est sûr que c'est le bon plan. Mais tu investirais dans quelle ville du coin? Encore une fois,
il faut toujours investir dans une zone. Déjà, la localisation, c'est quasiment, je dirais même, c'est le plus important dans un investissement. Mais quand c'est une zone qu'on maîtrise bien, c'est le top. C'est le top. Dans le sens où tu vas connaître où se situent les grands axes, les écoles, s'il y a des usines dans le coin. Parce que tous ces facteurs sont super importants dans un investissement. Et c'est ça qui va te permettre de savoir si ta maison elle est vendable ou louable à des prix intéressants. Tu sais, je connais des gens, ils sont rentiers avec un seul bien. Mhm. Pourquoi ? Parce que ils louent à des ouvriers de l'usine Google par exemple, ou simplement c'est des colocations ultra rentables qui génèrent quand même des grosses sources de revenus. Et notamment si tu as des 300 000 euros gagnés au loto, ça va te permettre de même pas mettre 1 euro de ta poche et faire des crédits bancaires qui vont te permettre justement de faire des levées supérieures. Bien sûr. On fait ton petit jeu. Vas-y. T'expliques aux gens comment ça va se passer. Alors, Monopoly, c'est pour toi, ça, c'est dans l'immobilier. J'ai le plateau, tout simplement. Ok. Voilà. Donc, ce sont toutes des villes belges. Et alors, moi, après, je vais te demander, avec une certaine somme d'argent, tu dois faire des investissements immobiliers dans ces villes. Où tu vas placer ton argent, ok? Donc, là, on va dire c'est en millions, on va dire, ça va? Ok. Si tu as... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? 15 millions. Tu investirais dans quelle ville? 15 millions. Ouais, 15 millions. Comme c'est des grosses sommes. Tu me cites une liste de villes ou c'est à moi de te la proposer? Tu regardes sur la carte, si tu juges selon toi, tu investis dans quelle ville en Belgique? Déjà, ça dépend quel type de bien tu veux investir. Ouais. Maintenant, si c'est des maisons traditionnelles, si tu On va vas dire, faire des lots d'appartements. On va dire c'est un appartement, une famille, ou on va dire juste un couple. Ils sont 2. Mhm. Ils cherchent un appartement pour aller travailler pas très loin de chez eux, avoir quand même une place, donc être vraiment dans le centre-ville, quoi. Là, je vais donner un avis qui est totalement propre à moi-même. Moi, je continuerai à investir dans la zone que je connais, c'est-à-dire la région montoise, parce que déjà, il y a de la demande, il y a du potentiel pour tout le monde, ça devient vraiment une ville étudiante. Donc, si tu investis dans des appartements, tu peux louer à des étudiants, faire des colocations, peu importe. Tu peux louer à des couples, tu peux louer à des personnes célibataires. Donc la région montoise, ça reste vraiment une très bonne zone. D'un point de vue aussi localité, il y a de l'industrie, il y a quand même des usines malgré tout. Je me focus là-dessus. En plus, 15 millions. Ouais, c'est énorme. C'est pas quand tu as 15 millions à Mons, c'est pas les mêmes 15 millions que tu vas investir à Bruxelles, tu vois. Mhm. 15 millions à Mons, tu investis un sacré truc. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux même faire un hôtel. Ouais. Et donc, ce serait plus intéressant de louer des maisons, par exemple, ou faire un hôtel. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus rentable? Tout dépend de ta stratégie. De l'hôtel, ça devient de l'hôtellerie, ça veut dire personnel, etc. 15 millions, je crois que je fais de la promotion immobilière à grosse échelle. De la promotion immobilière, donc je construis je sais pas combien d'appartements, mais il y en aurait quand même une paire. Mhm. Mais En achat-revente directement. Directement, Ouais. ok. C'est ce que tu as dit, je l'avais déjà entendu, c'est génial. C'est un entrepreneur belge qui investit beaucoup dans l'immobilier, m'a dit exactement la même chose. Il faut investir dans les coins qu'on connaît parce que déjà tu connais des gens autour qui peuvent t'apporter plein d'infos, qui peuvent te trouver des clients Bien sûr. et tu connais la zone, donc c'est inexplicable, mais tu as un truc en plus quand tu connais bien la zone. T'as une expertise. Ouais, c'est ça, t'es beaucoup plus crédible, quoi. Et si je reviens à ça, bon là malheureusement tu m'as dit de citer des villes de Belgique, mais je crois que 15 millions, j'investis quand même une partie de ce capital à l'étranger. Mhm. Ok. Je me concentrerai dans les zones que je connais en Belgique, mais je prendrai peut-être une partie pour l'investir dans des zones où il y a quand même de fortes demandes, où tu peux faire peut-être la location courte durée, ou pourquoi pas même Dubaï par exemple, Mhm. où
les Airbnb, ça se vend une Ouais. belle petite fortune, même en Espagne où il y a des belles opportunités, encore malgré tout aujourd'hui. Puis il y a des pays comme l'Albanie, la Croatie. Je reviens d'un voyage ici en Croatie où il y a des belles opportunités. C'est des pays qui sont en pleine expansion. Je crois que d'ici une dizaine voire une quinzaine d'années, on va parler d'un pays comme la Croatie, comme peut-être l'Italie ou l'Espagne, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et si je me souviens bien, il y a un peu moins de taxes aussi sur l'immobilier là-bas. Je ne sais pas dire, je ne suis pas encore vraiment informé. Donc, Mais c'est vrai que la Croatie, j'en ai entendu parler, c'est une zone qui va vraiment exploser. On verra. Les Le années futur nous le nous diront. dira. C'est sûr. Ouais, c'était bon de savoir ce que tu en pensais. Et donc à l'étranger, tu choisirais Dubaï pour toi. Je choisirais pas Dubaï en premier choix, mais ça peut être une belle opportunité, notamment parce que c'est une ville qui est quand même en pleine expansion. Moi j'aime bien voyager, j'ai encore jamais fait Dubaï, tu vois, mais en tout cas, toutes les personnes que je connais qui y vont dépensent des sommes relativement astronomiques parce que les logements c'est pas forcément donné, en tout cas si tu veux quelque chose d'un certain standing, ou alors tu peux te retirer de la ville et avoir des choses un peu moins chères, mais pourquoi pas investir dans des zones justement prisées et proposer des logements à des prix plus intéressants ou des maisons, des appartements, enfin peu importe quoi. Mais Ou en Airbnb. en Airbnb, hein, pourquoi pas. Moi, je voulais revenir sur le networking. Ok, Pour passer un peu plus sur le networking. Qu'est-ce que tu aimes quand tu vas faire les apéros IMO? Ok, mais je vais déjà expliquer initialement c'est quoi les apéros IMO. Vas-y. Les apéros IMO en fait c'est des événements qui aident, qui rassemblent et aident des personnes souhaitant investir dans l'immobilier ou des personnes donc avec déjà de l'expérience en immobilier à se retrouver, se réunir et se donner des tips. Comment on a créé les apéros IMO? De manière relativement simple. Quand j'ai fait ma première acquisition d'un bien immobilier ici dans la région de Mons, je me posais 1 millier de questions. Est-ce que je peux faire ça par rapport à l'urbanisme? Est-ce que les pompiers, etc. vont accepter? Et je trouvais aucune réponse, notamment parce que sur Internet, il n'y a rien au sujet de la Belgique. En tout cas, il n'y avait rien jusqu'à l'époque. Et comme par hasard, je tombe sur l'Instagram d'un gars. Un gars que j'avais déjà démarché, mais pour son marketing, qui avait acheté un bien et faisait plus ou moins le même projet que je voulais faire. Du coup, je lui fais un petit message et il me dit mais pourquoi pas aller boire un café, on en discute. J'y allais, génial. Et le jour où on se retrouve pour aller boire un café, il me parle de son projet et il répond à toutes mes questions, mais de manière la plus simple possible. Et en même temps, lui me pose des questions, étant donné que j'avais déjà commencé des démarches par rapport à certains trucs, par rapport à l'urbanisme, etc. Eh bien, j'ai pu répondre à ces questions. Ça a duré 5 minutes à tout casser la conversation. Et là, on se regarde, on se dit, mais c'est dingue. Pourquoi on ne créerait pas un petit événement où on rassemble des personnes qui souhaitent, qui ont des questions et qui souhaitent y répondre pour ceux qui ont les réponses. On a créé un événement, donc je te parle de ça 2 semaines après, et il y avait déjà une quinzaine de personnes. Mais c'était de manière tout à fait informelle. Je dis, écoute, pourquoi pas réunir mes compétences en marketing, plus le réseau, pour créer quelque chose de plus conséquent et peut-être professionnaliser ça. Puis ouais, super, c'est une bonne idée. On a créé un logo, on a créé une petite page de vente, etc. Et à notre troisième événement, donc je vais dire 2e événement officiel, on était 50. On était 50, notamment avec 90% de personnes que je ne connaissais pas. Là, je me suis dit, donc on s'est dit, tous les deux avec Simon, ouais, on a quelque chose, là, vraiment, on tient quelque chose. Et de là, on a décidé à lancer ces événements qui nous ont permis justement de rencontrer, de partager et surtout de continuer dans notre lancée. Incroyable. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je préfère dans les apéros IMO? Eh bien, c'est toujours la même chose qui m'anime depuis le début, c'est rencontrer des nouvelles personnes et surtout en apprendre davantage. T'es là, le monde de l'immobilier, il fait qu'évoluer. Et plus les années passent, et plus il faut de l'expertise. Donc si tu t'entoures pas d'experts, finalement tu stagnes ou tu te plantes, tu fais des erreurs. Alors il faut simplement se donner les tips et continuer à partager.
Ouais, c'est sûr. Mais ça fait combien de temps que tu as créé ça? On a créé les apéros IMO, ça va faire 3 ans déjà. Et du premier apéro où il n'y avait pas tellement de monde et au troisième où tu as eu 50 personnes, il a fallu combien de temps? Un mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était relativement vite. C'était relativement vite. Et je dirais même que les apéros IMO, ça date d'il y a plus longtemps. C'est parce que on a officialisé, entre guillemets, je vais dire, la société, elle a 3 ans. Sinon, ça fait un petit peu plus. Ouais, après Covid alors. C'était juste après Covid. Mhm. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Et les clients, donc tu les as, enfin pas les clients, mais les gens qui ont participé au networking, tu les as trouvés via Facebook ou le bouche à oreille tout simplement? Bah, au début, c'était un peu de bouche à oreille. Et puis, quand on a commencé à officialiser le truc, j'ai lancé une petite campagne. C'était même pas une campagne, c'était simplement des partages sur les réseaux sociaux. Et ça s'est rempli naturellement. C'était top ça. Et ça parle que d'immobilier dans les apéros? C'est vraiment entrepreneuriat immobilier. Encore une fois, tout est jumelé. Je vais dire 75% des gens qui participent sont des salariés. Enfin, je dirais 50-50 pour rester cohérent. 50% de salariés, 50% d'indépendants. Et dans les 50% d'indépendants, il y a beaucoup de cœurs de métier. Donc ça devient aussi un nid à prospects pour eux. Donc il y a d'une part les gens qui recherchent leur corps de métier. De l'autre part, eh ben, il y a les hommes qui sont là en train de délivrer leurs services. Ouais, donc ça permet à tout le monde d'agrandir son réseau, trouver des clients. Exactement. Génial. Exactement. Et ça, c'est venu un peu de cette idée, de cette volonté de vouloir créer. Ça, c'est top quand même. Le networking, on n'en parle pas assez, mais c'est puissant. Hein. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui où je trouve que nous, les jeunes, je me considère encore comme jeune, mais je suis plus âgé que vous, mais on a tendance à vivre à travers nos réseaux, comme on le disait, et on ne va pas à assez d'événements. En tout cas, on ne nous pousse pas à aller vers certains événements pour casser certaines barrières, parce que finalement, des fois, tu es là, tu parles avec un mec qui est juste à côté de toi et qui dit mais c'est moi qui ai créé le projet des Grands Prés, ou c'est moi qui ai construit ce building là. Ah ouais, carrément, tu vois. C'est des gens qui pèsent des dizaines de millions et finalement, ils viennent à un petit événement parce que eux aussi se disent pas tout est acquis. Ils veulent continuer à apprendre. Ouais, en fait, d'une personne que tu rencontres, tu peux en rencontrer une autre, et vraiment après rencontrer quelqu'un de... Exactement. Et là, c'est là où intervient Clickéo. C'est pas complémentaire au business des apéros IMO, mais quasi, dans le sens où du marketing, on peut le délivrer à tout le monde, toutes les personnes ayant une entreprise ou pas, parce que finalement, on peut marketer un business, mais on peut marketer aussi une personne pour du personal branding. Et grâce aux apéros IMO, ça m'a créé une certaine notoriété qui ont fait que Clickéo, ça a démarré tout de suite, ça a décollé tout de suite par rapport au sérieux du business qu'on avait créé auparavant. C'est bien ça, Ok, parce que ouais. tu as deux business qui sont complètement indépendants, et déjà ça c'est bien pour pas qu'il y en ait un qui se casse la figure ou quoi, mais ils sont quand même corrélés. Exactement. Ça c'est bien ça. Exactement, et c'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'entreprends finalement. On parlait de l'entrepreneur multicasquette, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi parce que c'est une opportunité, il y a de l'argent, etc. Alors oui, il ne faut pas travailler pour rien. Ça, j'aime pas le fait de fournir un travail et finalement que ça ne rapporte rien. Mais finalement, des fois aussi, on sème. Et voilà, ça n'apporte pas tout de suite, mais on sait que demain, ça va nous apporter de grandes choses. Et c'est pas forcément financier, c'est par le réseau. Aujourd'hui, tu as 20 ans et on se connaissait pas hier, on se rencontre. Demain, tu veux peut-être construire une maison, tu auras peut-être besoin de tips, tu vas m'appeler, je vais y répondre et ça va te faire gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent finalement. Ouais, c'est sûr. Beau discours, ça. Mais en fait, ton business, les apéros IMO, c'était donc ça, tu as créé ça avant de créer Clickéo, c'est ça? Exactement. Donc, comme je t'ai dit, j'étais salarié dans une société, dans le marketing et tout ça. Et l'IMO, j'ai investi donc quand j'étais salarié. J'ai fait mes premiers investissements quand j'étais salarié parce que j'avais une source stable de revenus. À un moment donné, ça stagne et les banques ne te prêtent plus parce qu'on se base sur ton salaire et non sur
sur tes revenus, enfin, si bien sûr tes revenus de location, c'est pris en considération, mais tu es bloqué. Il y a un palier que tu sais plus franchir. Et du coup, tu dis, c'est le moment aussi de me lancer. Et au moment où je me suis lancé, là, je me suis mis à fond dans Clickéo. Parce que c'est simple, quand c'est pour toi, tu le fais 3 fois plus fort que quand c'est pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est comme ça. C'est instinctif. Et on a directement bien décollé. Des bons clients, des bonnes références à travers toute la Belgique et même d'un point de vue international. Ici, Clickéo, ça a 1 an et demi. Et c'est plus de 200 clients déjà. Individuels pour des projets à moyen et long terme, tu vois. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est ça l'ascension. Magnifique. Et tu as des gens qui te contactent juste pour faire un montage vidéo ou c'est surtout sur du long terme? Non, bien sûr, on fait beaucoup de one-shot aussi, simplement parce qu'on vend aussi du one-shot, les vidéos. J'ai un client, il a déjà toute son équipe de marketing, mais il aime bien notre expertise en vidéo, il va juste nous prendre une vidéo. Ouais, d'accord. Donc tu fais un peu de tout dans le marketing. Enfin, tu peux créer une seule vidéo comme faire des projets sur Exactement, 1 ou mais 2 ans. on a vraiment, oui c'est ça. Tu veux dire plutôt la longueur, Ouais, c'est ça. la durabilité du client, enfin pas la durabilité, mais plutôt la longueur du projet. On peut faire des projets en une journée, comme tu dis, ou des projets qui vont durer 2, 3, 4 ans et le plus longtemps possible, si on s'entend bien avec le client. Bien sûr. Et vous êtes combien dans la boîte maintenant? On est 2, il y a mon associé Ryan, donc, qui gère plutôt l'aspect technique, vidéo, design, etc. Donc lui, il est extrêmement fort là-dedans. Et moi qui gère plutôt le marketing et les relations clients. À savoir que Ryan, c'était quelqu'un de très introverti. Et finalement, encore une fois, c'est ton business. Tu connais tes points forts, tes points faibles. Et lui, il connaît ses points forts. Et finalement, maintenant, quand il voit les clients, il discute avec, il vend bien le produit parce qu'il sait de quoi il est capable. Et ça nous crée vraiment une complémentarité parfaite, quoi. Et 200 clients, t'as dit. Et vous êtes 2. Comment vous faites? Exactement, c'est de la bonne gestion, c'est de l'efficacité, c'est de la bonne délégation. À savoir tout est fait en interne. Ça veut dire que en grosse partie, c'est nous qui faisons le boulot. Quand on fait de la délégation, je pense d'un point de vue surtout vidéo, c'est pour nous alléger le boulot. Quelqu'un qui va sur un tournage, Ryan fait quand même le montage pour garder vraiment notre identité derrière. Okay. Donc c'est pour ça que des fois on s'est dupliqué les travaux. On peut faire 3 tournages sur une même journée. Et le matériel, ça, ton collègue l'avait déjà ou c'est un investissement quand même que vous avez dû... On avait déjà un petit peu de matériel, un petit peu vraiment, et après on a fait de l'investissement. C'est relativement conséquent, mais par rapport, entre guillemets, à l'investissement et au rendement, on est bien, quoi. Parce que, encore une fois, pas de locaux, il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est plus de liquidité aussi, du coup. Exactement, c'est de la trésorerie, on vend du service, on vend pas du matériel, quoi. Et tu conseillerais quoi à un jeune qui voudrait se lancer en tant qu'entrepreneur? Déjà, à savoir que c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es meilleur qu'un salarié, ou inversement, c'est pas parce que tu es salarié que tu es meilleur qu'un entrepreneur. Il faut choisir ce qu'on veut dans la vie. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Moi, par exemple, j'ai été élevé, j'ai été éduqué dans le fait de construire par moi-même, de développer et surtout de ne pas avoir peur de faire. Tu sais, j'ai fait plein de jobs étudiants. Je te donne des expériences personnelles où j'ai fait des trucs vraiment difficiles. J'ai été serveur dans des restaurants qui tournaient jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc le lendemain, j'allais travailler à 8h30 dans un autre endroit pour justement avoir des bonnes sources de revenus. Pourtant, j'ai jamais manqué de rien dans ma famille. Au contraire, j'avais tout ce que je voulais, mais on m'a toujours éduqué dans il faut travailler pour gagner de l'argent. Mais il faut être prêt à faire ses heures pour. Maintenant, tu vois, tu peux aussi dire je vais être salarié, garder mon petit revenu, enfin mon petit ou mon gros en fonction de ce que tu fais comme taf, mais je fais mes 8 heures et après mes 8 heures ça s'arrête là et je veux plus rien savoir. C'est vraiment un état d'esprit. Et moi en tant qu'indépendant, je vais dire maintenant, j'adore et je compte pas mes heures. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Bon, je le considère un peu comme du travail, mais c'est pas du travail parce que je parle d'un parcours, je m'amuse. Après, je vais continuer ma journée à 18h. Bon, il est 17h20 pour ceux qui regardent la vidéo.
à 18h30, j'ai un tournage avec mon collègue. Et après ce tournage-là, on a un autre rendez-vous. Donc on va peut-être terminer notre journée à 20h, 20h30. Et quel jour? Mercredi. Voilà, c'est un jour traditionnel. Mais demain, je vais peut-être me réveiller à 10h. Parce que j'ai envie, je peux le faire, je peux me permettre de le faire. Et travailler jusqu'à 22. C'est un choix de vie. Mais j'ai jamais de jour précis ou d'horaire fixe. Moi, ma compagne, des fois, elle revient du boulot, bah, je suis pas là et elle me demande si je mange à la maison. Je dis non, aujourd'hui je mangerai pas à la maison. Et ce week-end, je serai pas là parce que on part à l'étranger pour 3 jours de tournage. Et les vacances, il faut peut-être les repousser parce que je viens de signer mon plus gros client et ça se fera pas comme prévu. Donc c'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire. Mais derrière, la récompense, bah, il n'y a pas de prix, quoi. Mhm. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une certaine mentalité. Comme tu dis, ça plairait pas à certaines personnes. Ah Mais oui. non, mais c'est pour ça qu'il faut pas, il faut stater. Donc les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, il faut être sûr ici qu'elles soient prêtes à faire des sacrifices surtout. Vraiment le mot sacrifice et persévérance. Parce que tout peut bien se passer, et puis bam, il y a un truc qui tombe. Tu dis mais c'est pas possible, je l'ai pas vu venir. Et alors t'es dans un bad mood, tu remontes, ça repart bien, parce que tu règles ce problème. Et puis boum, il y a un autre truc qui retombe. Tu retapes vraiment vers le bas. Et là, des fois, bah, tu peux soit te faire un burn-out, et dire j'arrête tout, en fait, ça me plaît pas. Ou alors te dire, ah, je retrouve une solution et je continue, et tu remontes. Et ça, c'est très cliché, mais c'est une réalité. À savoir que nous, quand on s'est lancé en tant qu'indépendant, avec mon collègue, le premier mois, on a eu des péripéties, on a commencé en négatif, hein, mais vraiment en ultra négatif, pourtant on n'avait pas de charge. Pourquoi? Parce que bah, on a eu des choses vraiment imprévisibles qui se sont passées. On a réglé ces petits soucis. Et boum, on a eu un autre truc qui retombait. Et c'était dingue parce qu'on se disait, mais c'est pas possible. En vrai, j'étais mieux en salarié, j'avais ma petite voiture de société, j'ai mon salaire confortable, etc. Et je rentrais chez moi et j'avais pas de soucis. Là, je gagne moins. Et en plus de ça, j'ai plein de problèmes. Voilà, mais ce qui nous animait, c'était notre boulot. Ce qui nous anime toujours, c'est notre boulot. C'est surtout de voir des clients satisfaits et nous dire merci pour le travail, quoi. Donc vraiment, il faut être prêt à faire ces sacrifices et persévérer. C'est ça, un entrepreneur, comme tu as dit, va devoir supporter tous ces sacrifices, toutes ces pertes qu'un salarié ne pourra pas supporter, vu que c'est le patron qui les supporte pour eux à leur place. Exactement. Et donc, c'est ça aussi, c'est comme tu as dit, encore une fois, c'est un choix de vie. Si tu as envie faire des sacrifices, peut-être pour gagner même plus, forcément, ben, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Mais si tu n'as pas envie de prendre de risques parce que tu as peur de tout perdre du jour au lendemain et tu ne seras pas te reconstruire, etc., Exactement. c'est des choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement, c'est ça. Je parle beaucoup pour expliquer des trucs qu'on sait déjà, mais je trouve que c'est intéressant vraiment d'appuyer là-dessus parce que c'est une réalité. Et moi-même, donc avant de me lancer, je me disais, mais ils cassent les couilles les gens avec leur podcast. Là, on dirait qu'ils parlent à personne, même en plus de ça, pour tout le temps dire la même chose. Mais c'est une réalité parce que quand tu l'as vécu, tu dis ouais. Et alors, en plus de ça, si tu as tes personnes proches qui voient que c'est la réalité, tu dis, eux-mêmes se disent, mais Anthony, c'est un fou. Comment il fait, tu vois? Et chaque fois, en plus de ça, il a un problème et il refonce vers les problèmes parce qu'il aime bien ça, on dirait, tu vois. Et finalement, c'est pas que j'aime ça, c'est juste que des fois, il faut affronter ses problèmes pour trouver la solution. Ouais, si les gens proches de toi n'ont pas la même mentalité, cette fin. C'est très compliqué si, par exemple, vous avez une copine, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez votre compagnon, votre compagne qui est vraiment sur une mentalité qui est différente, qui veut juste taper ses heures, avoir de 1 à 4 jours de télétravail par semaine et rester à la maison et vivre sa vie et ses vacances, attendre juste ses vacances qui arrivent au mois de juin ou au mois de juillet, c'est compliqué et ça peut créer des frustrations. C'est là où il y aura une remise en question à un moment donné. Et comment tu arrives à trouver cet équilibre du coup avec tes proches? Malheureusement, c'est à eux de le comprendre parce que soit t'imposes ou soit t'imploses. Ça, c'est un petit mot que je viens d'inventer, mais parce que soit tu gardes tout pour toi-même et à un moment donné tu vas exploser,
ou soit t'imposes, ton partenaire comprend. Moi par exemple, ma copine elle comprend à 200%. Je dis pas elle a eu facile, elle a pas facile non plus, mais c'est ce qui me permet de continuer. Justement, elle va me soutenir dans les moments où je vais mal, tu vois, parce que ça va pas bien tous les jours. Et ça se ressent, même si moi, des fois, j'exprime très rarement mes sentiments, mais des fois, on a des frustrations. Et voilà, c'est comme ça. Ouais, ça fait partie du parcours, façon d'avoir des Exactement. moments difficiles. Mais si on est bien entouré, de manière générale, on arrive toujours à passer au-dessus. C'est le plus important. Mhm. Entourez-vous que des personnes positives et surtout, pour ma part, je vais dire qu'ils font plus ou moins la même chose que vous, parce que au moins, quand on discute avec, ils vont dire ah ben ouais, moi aussi j'ai eu la même chose, d'ailleurs j'ai fait ça, il faut faire ça, ça et ça. Et finalement, ça devient plus simple. Ouais, On c'est peut sûr. avoir des vraies discussions. Mhm. Mais c'est là encore qu'intervient le networking, hein. Exactement, pas spécialement, parce que oui, on peut rencontrer des gens, après on peut avoir nos amis de longue date. Mhm. Et c'est là où tu vas voir qu'il y a des barrières. Des fois, on a des amis de très longue date où tu vas juste pas parler de ta vie professionnelle et tu vas aller boire un coup avec, faire un petit paddle tranquille, mais pas parler de ta vie parce que tu vas pouvoir peut-être les frustrer ou eux-mêmes vont penser que tu te vantes ou dire ouais, pour qui il se prend lui depuis qu'il est indépendant, ça y est. Tu vois, donc vraiment s'entourer que des personnes avec qui tu sais discuter, ça veut pas dire délaisser ses amis, mais en tout cas, quand tu parles de ce qui t'arrive, parle-en aux bonnes personnes. Ouais, t'as raison. Mais après, c'est good aussi, hein. Si on peut aussi garder des contacts avec des gens et pas forcément parler d'entrepreneuriat. Enfin, on peut avoir. Ça décompresse, hein, il Ouais, faut c'est pas ça. parler tout le temps du travail. Enfin, moi, c'est parce que je suis un peu un mordu, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression que chaque fois, j'implémente le travail dans ma conversation. Mais c'est un état d'esprit, encore une fois. Je crois qu'il n'y a pas de succès sans finalement obsession. Tu vois, des fois on est obsédé par ce qu'on fait. C'est peut-être malsain, tu vois, mais tu vas bien le faire. En tout cas, tu vas Mhm. trouver des solutions et tu vas cogiter pendant la nuit. Tu vas penser, ah ouais, mais en fait, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, je trouvais le problème. Je trouvais la solution plutôt au problème. Et tu vas la mettre en application et finalement, C'est tout va bien se sûr. passer. Mhm. Est-ce que tu avais dit au paddle ou quoi? Est-ce que tu fais du sport? Ouais, je fais du sport. J'en fais pas tant que ça. D'ailleurs, si j'ai des potes à moi qui regardent après le podcast, ils vont un peu me casser. Avant, j'en faisais beaucoup, j'en faisais énormément. Et j'ai eu de moins en moins de temps. Alors, c'est aussi facile de dire l'indépendant, il agence comme il veut sa journée. Moi, tout à l'heure, je te disais, si je me lève à 10h, ça arrive jamais parce que, en vrai, il y a toujours des rendez-vous du travail. Mais, euh, mais ouais, je fais un peu de paddle, j'essaie de faire de la course à pied. Et la nourriture a une place aussi super importante pour toi ou pas? C'est important, mais c'est pas une priorité, loin de là. Je me Ok, fais plaisir. ok, ça va. Je vais souvent au resto. Ouais, bah t'as raison. Si Ouais, ouais, c'est ce que tu aimes, il Ouais, faut bien pas sûr, se mais... priver. Non, mais je fais pas partie du gars qui... Je fais pas partie des gars qui disent je me réveille à 5h, je mange que des fruits et des légumes Ouais, et ci et ça. Non, c'est pas vrai. Déjà, je pense que en vrai, c'est 1% des gens, ça. bah ouais. Ça existe pas. Ou alors c'est vraiment des ultra sportifs, mais les gens s'inventent des vies, hein. Bah, si. C'est à travers les réseaux, ça. Bah ouais, mais encore une fois, tu dois faire ce que tu aimes. C'est pas parce que Bien sûr, quelqu'un il dit pour réussir tu dois faire ça que tu dois faire ça. bien sûr. Il y a plein d'autres chemins de réussite Exactement. et il faut trouver le sien tout simplement. Exactement, c'est vrai. Moi, si je refais un bond en arrière dans mon parcours, parce que je me suis présenté super vite fait tout à l'heure, mais on parlait de networking. Le premier networking, il est scolaire. Moi, j'ai fait 4 écoles quand j'étais en secondaire. Ça peut paraître beaucoup, mais j'ai un parcours quand même relativement atypique. J'ai fait une première école jusqu'à ma deuxième secondaire que j'ai doublée. J'ai recommencé une année. Du coup, j'ai changé d'école, j'ai fait une autre école, mais c'était un cursus de 4 ans. Du coup, j'ai encore changé d'école. Je suis parti à Mons. À Mons, ça s'est super mal passé aussi parce que, je sais pas, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Des fois, ça arrive, hein. Et puis, je suis reparti donc, sur Saint-Guilain, donc ma ville d'origine. 4 écoles, j'ai rencontré pas mal de monde, donc encore une fois, le premier réseau. Et ensuite, j'ai trouvé ma voie, j'ai fait un bachelier en marketing qui m'a plu directement. C'est passé en une fois et j'ai enchaîné.
Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai un parcours où j'avais des excellentes personnes très douées dans ma classe, dans mes classes, dans toutes mes classes. Et je les recroise aujourd'hui en train de me féliciter. Et je comprends pas pourquoi, tu vois, parce que, encore une fois, c'est pas de l'intelligence, c'est juste de la persévérance. Et elles, finalement, sont juste dans des tafs. Franchement, je vais pas dénigrer, mais j'aimerais pas, ça me plairait pas parce que c'est rempli de pression pour un salaire qui est totalement dérisoire pour ce qu'elles font. Et je me dis, je suis bien, je m'en sors bien. C'est le problème du parcours scolaire, je trouve. C'est-à-dire que le parcours scolaire ne va pas valoriser le fait de bien travailler comme ça à l'école. T'es bon, tu suis des règles, tu vas le refaire à ton travail, etc. Mais tu vas pas aller plus loin. Exactement. T'es peut-être bon à l'école, oui. Tu vas faire un travail salarié, un travail comme ça, qui est pas peut-être avocat ou où tu vas gagner un salaire plus conséquent. Mais ouais, c'est pas. Je m'égare, mais c'est pas. T'as beau être bon à l'école, tu seras pas peut-être bon dans la vie, tu vois ce que je veux dire? T'as tout compris. Et là, intervient l'éducation, surtout ta culture, comment tu veux évoluer, comment tu vois les choses. Si tu as toujours eu ce que tu voulais, finalement, ça te donne pas forcément envie de te battre pour l'avoir. Donc voilà. Moi aussi, tu parles de t'égarer, je m'égare beaucoup quand je parle, mais je crois que j'ai tellement de choses à dire qui sont de mon petit parcours. J'en parlais encore hier, j'étais en face d'une série d'entrepreneurs. Je suis toujours prêt à apprendre, justement, j'aime bien écouter les expériences des gens. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu es indépendant, il faut toujours rencontrer des nouvelles personnes, écouter, et c'est pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre que tu es meilleur que l'autre, tu vois. Tu peux apprendre de tout le monde dans la vie, vraiment tout Exactement. le monde. Ça, c'est un truc de fou. Allez, on peut faire ce petit jeu. On va faire le jeu. Bon, on va revenir sur l'immobilier parce que j'avais fait un jeu là-dessus du coup. Ok. C'est un tu préfères. Tu as deux choix et tu dois choisir forcément entre les deux choix et tu donnes une brève explication. Allez, ok, super. Tu as 10 questions, comme ça tu sais. Je vais aller vite ou... Non, c'est pas un jeu de rapidité, t'inquiète, t'as le temps. Tu préfères acheter un bien à rénover complètement ou un bien prêt à être loué, mais forcément à l'achat qui est plus cher? À rénover complètement. J'adore ça et en plus de ça, on peut agencer comme on le souhaite et optimiser les espaces. Ok. Tu préfères investir dans un immeuble en centre-ville ou en périphérie? Ça dépend le type d'investissement et qu'est-ce qu'il y a autour. Franchement, là, c'est pas une question piège, mais presque, dans le sens où tu peux investir dans le centre-ville et c'est un centre-ville pourri, ou alors tu es à la campagne, mais finalement, tu as un petit lac à côté et tu peux louer ton bien ultra cher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu préfères gérer toi-même tes biens locatifs ou déléguer la gestion à une agence immobilière? Ça dépend de ton patrimoine. Si tu as un seul bien, gère-le toi-même. Maintenant, si tu en as 50, ça devient une autre paire de manches, tu vois. Tu préfères un locataire qui paie toujours à temps mais qui reste très exigeant ou un locataire plus discret mais avec des paiements parfois en retard? Exigeant. Tu préfères diversifier tes investissements immobiliers dans différents types de biens, à part bureau, commerce, ou te concentrer uniquement sur le résidentiel? Diversifier, c'est toujours bien. Encore une fois, on est vraiment dans une ère où il y a moyen de générer des grosses sources de revenus avec de l'Airbnb, de la colocation. Il ne faut pas se contenter de faire de la location traditionnelle, quoi. Petite question à part, quand tu diversifies ton portefeuille, c'est quoi? T'as l'immobilier, forcément, et t'as quoi d'autre comme sorte de revenu? En source À de part la revenus, boîte aussi. je sais pas, du trading, si Non. c'est ça ta question. Non, pour savoir si tu investis dans la bourse ou la crypto. Moi, j'ai mis un petit peu d'argent crypto, mais vraiment sans connaissance, entre guillemets, je laisse faire. Mais si pas, c'est vraiment... j'investis réellement, c'est dans mon business et en moi-même. Ok. Et bon, l'immobilier, c'est un cliché, c'est une source de revenus. Donc, mais pour moi, quand tu as un business qui est bien investi dedans, ça va te rapporter beaucoup d'argent. L'immobilier, c'est sécurité. Sécurité. Et j'adore ça, c'est devenu aussi une passion. Moi, j'aime bien, on parlait de rénovation, j'aime bien construire,
faire aller les idées, dire ah ouais, est-ce que je ferais pas appel à une architecte d'intérieur pour faire une telle décoration là, ça va amener une plus-value, etc. Donc le fait de faire d'une petite maison de rangée traditionnelle à une petite pépite locative, ça anime aussi. Ouais, c'est sûr. Tu préfères acheter plusieurs petits appartements ou un seul grand bien? Ça dépend. Si tu me parles de 4 appartements ou un seul grand bien où je sais faire 10 studios, je prends le grand bien, tu vois. Ok, ok. Non, mais je parlais plutôt plusieurs petits appartements ou une maison, tu vois, que tu loues. Mais c'est une maison pour une personne. Tu comprends? Plusieurs petits apparts alors. Ok. Ça dépend. On prend encore une fois une grande maison Ouais, qui c'est joue ça. 10 000 euros par Une mois. villa, par exemple. En fait, c'est relativement compliqué ta question parce que je vais prendre. Je sais pas, ça dépend encore une fois. Là, je peux reprendre la question initiale. Elle est située où cette ville-là? Ouais, c'est sûr. Quel type de location je fais? Si c'est du Airbnb, la location traditionnelle à 1000 euros par mois, tu vois. Si je fais du Airbnb et que cette maison me rapporte 10 000 ou une location traditionnelle et elle me rapporte 1000, mon choix il est vite fait, tu vois. Bon. Ouais. Ça Si c'est dépend. juste pour démultiplier tes revenus, alors je prends les appartements si c'est ça ta question. Ouais, ok. Toujours Non, mais plus, toujours plus. C'est plus personnel, tu vois. Dans la location, c'est toujours plus. En tout cas pour ma part, hein, vraiment. Moi, je suis pas sécurité. Je suis pas dans la sécurité à l'heure d'aujourd'hui. Je parlais de sécuriser donc ces sources de revenus dans le sens où ok, même si demain ton locataire il te paye pas, ta brique elle est là, tu vois. Mhm. Mais s'il te paye, autant démultiplier les sources de revenus, tu vois, avec ce bien. Mhm. Ok. Tu préfères investir dans l'immobilier neuf pour bénéficier des avantages fiscaux ou dans l'ancien pour la possibilité de plus-value? Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Ouais, ouais. Davantage dans les nouveaux biens. Au contraire, il n'y a que des inconvénients quasiment, donc je vais dire ancien bien. Tu peux pas faire passer la TVA à 6%? Non, enfin en tout cas, ici il y a des nouvelles législations qui sont sorties, qui vont sortir. Je sais pas, je vais pas trop m'avancer là-dedans, c'est pas trop mon domaine, mais je dirais ancien bien. Ok. Tu préfères un cash flow positif mais avec une rentabilité modérée ou une rentabilité plus élevée mais avec un cash flow qui est parfois négatif? Pas cohérent. Donc première question, c'est le cash flow le plus important. Faut le savoir. Mhm. Ça c'est pour toi. Ouais, ok. Faut toujours avoir du cash flow positif, sinon t'es pas rentable. Ouais, oui, bien sûr. Même Mais si t'as plein de revenus. ouais, parce que tu peux avoir aussi du cash flow à court terme qui est négatif, mais avec une rentabilité plus long terme qui va t'apporter un cash flow plus positif. Tu vois ce que je veux dire? Non, à part attendre 20 ans que ta maison soit remboursée et que là elle te génère un revenu positif. Ouais. Parce que si je prends l'exemple de ta question, en tout cas c'est comment moi je l'interprète, c'est soit tu loues, tu rembourses ta maison 1000 euros par mois et que tu la loues 900, Mhm. donc ton cash flow, enfin t'es négatif, ça veut dire que tu injectes de ta poche, Mhm. ou alors tu l'as payé 500 euros, tu la rembourses 500 euros par mois et tu la loues 1000, tu as un cash flow de 500 euros. Ok, ouais, je vois. Ouais, ok. Tu préfères un marché immobilier stable avec des prix modérés ou un marché qui est plus volatile? Stable. Tu préfères travailler sur la croissance de ton portefeuille immobilier ou sur la diversification de tes investissements dans d'autres secteurs? C'est un petit peu contre ce que je disais tout à l'heure, mais bon, moi j'adore investir dans deux business, encore une fois, c'est le mien et le mien. Donc l'immobilier c'est le mien et le marketing c'est le mien. Donc j'investis à fond dans Cliqueo par rapport au business qui est Eva Chalet pour investir dans l'immobilier. Mhm. Ouais. J'avais une petite Magnifique. question pour personnel, tu vois. C'était bonne tes questions. Merci. Après mes études, j'aimerais bien acheter un bien, tu vois, ou louer. Ok. Mais je sais pas, tu conseillerais quoi à un étudiant qui vient de sortir de ses études? Est-ce que c'est mieux de louer quelques années avant de s'acheter sa propre maison ou directement acheter un appart pour plus tard, après, pouvoir acheter une maison plus tôt? Acheter le plus tôt possible, mais pas forcément pour y vivre. Mhm. Reste chez tes parents, profites-en. Je sais pas si tu es chez tes parents actuellement. Actuellement, ouais. Voilà, à peine tu trouves un travail. Et encore une fois, dans le cheminement, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux te lancer indépendant directement, si tu as des sources de revenus qui te permettent, enfin, si tu as des,
une somme d'argent qui te permet de faire un investissement directement, fais-le. Maintenant, si tu n'as pas de source de revenus du tout, moi, c'est encore une fois, c'est personnel. Trouve-toi un petit travail, même pendant 1 an, 6 mois, peu importe. Achète un bien et puis tu te lances, tu vois. Au moins, tu auras déjà fait une acquisition. Parce que quand tu te mets indépendant, tu as des sources de revenus qui sont pas vraiment stables, il faut attendre quand même une paire d'années pour que les banques ou les courtiers te fassent confiance, tu vois. Mais t'achètes direct, hein, tu loues. Tu loues, t'attends même pas les 5 ans pour bénéficier de l'abattement, tu loues. Ok, d'accord. Ouais, c'est nickel, c'est simplement ce que je voulais savoir. Et comment tu fais alors pour avoir des crédits? Parce que de nos jours, il est plus difficile, de plus en plus difficile même d'avoir l'octroi, d'avoir un crédit à la banque. Il me semble que tu dois avoir 10% d'apport personnel, si je dis pas de bêtises. Et après, tu as forcément tous les frais qui en découlent. On est peut-être à 30%. Comment tu fais pour avoir un crédit? C'est pas tant que ça non plus. Bon, c'est vrai que c'est des sommes qui sont quand même conséquentes. À savoir que si je peux vous rassurer, on sait encore avoir des crédits à 100%. Faites bien le tour. Renseignez-vous. C'est là d'où l'importance du réseau. Des personnes qui vont vous dire va chez telle personne, chez tel courtier, chez telle banque. En ce moment, c'est des crédits à 100%. Quand on est primo-acquéreur, vous allez avoir plus facile à avoir votre crédit à 100%. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, vous allez avoir les frais de notaire ainsi que les actes de crédit, etc. Ça va coûter un petit peu d'argent, mais bon. Alors, je ne vends pas du rêve, on ne peut pas acheter un bien avec 0 €, ça c'est sûr. À moins que, si c'est possible, vos parents ont 2 maisons, une qui loue et une dont ils sont propriétaires, les deux sont 100% payés. Vos parents vous disent, écoutez, on va mettre la deuxième maison en garantie pour l'achat de la maison de mon fils, mais vous faites une clause par exemple de 3 à 5 ans, donc entre guillemets, c'est comme si c'était les frais de notaire. Après 3 ans, on retire la maison de la garantie, mais vous avez fait votre acquisition sans mettre 1 euro. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ça a à voir avec... Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Là, encore une fois, je ne connais pas vos ressources personnelles. Peut-être l'un va avoir 200 000, peut-être l'autre 0. Et quand on montre qu'on a 200 000 à son banquier, il est beaucoup plus sympa avec vous que quand on a 0. C'est sûr. Pourtant, si le business plan à côté est bon, ça marchera tout autant. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Les gens vont pas se fier. Ils se fient pas à un business plan. Ils se fient vraiment À ce que t'as. au revenu, au cash. Ouais, mais pourtant, si le business plan fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vois entièrement ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Ah, mais si tout se passait comme ça serait top. Hein. J'achèterais toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Mais allez, on va dire que tu t'as déjà trouvé des locataires, même plusieurs, tu as une file d'attente, inventons. Tu vas acheter 3 apparts. Si tu sais que les locataires sont déjà là, pourquoi les banquiers refusent, tu vois? Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut quand même créer un fossé entre ceux qui peuvent acquérir et ceux qui ne peuvent pas. Sinon, il n'y aurait plus de locataires pour personne. Je crois que c'est aussi statistique. Hein. Et au moins, si tu prouves que si tu peux en acheter un, tu pourras en acheter un deuxième et ça s'enchaînera assez facilement. Ok. C'était bien intéressant tout ça. T'as déjà eu des retards de paiement avec des locataires? Ouais, mais franchement, qui se règle. Ça va, ouais. Il faut juste savoir communiquer. Des fois, franchement, malgré ce qu'on peut imaginer, ça arrive très rarement, les retards de paiement. Les gens qui saccagent des biens et tout ça. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais en fait, quand on fait le ratio, quand ça arrive, c'est catastrophique. C'est chiant, ça tombe que sur moi, les autres ils ont jamais rien et tout ça. Ou les gens vont dire oh ouais mais moi j'achète pas de bien parce que les gens ne payent pas ou saccagent le bien, etc. Mais derrière, franchement, c'est peut-être 5% de tous ceux qui louent. Parce qu'imaginez que tous ceux qui louent et des impayés, on s'en sort plus, vous comprenez ce que je veux dire. Les biens saccagés, c'est pareil. Alors oui, il y aura peut-être un petit coup sur le mur, une tache de main, etc. Mais derrière, c'est pas vous qui habitez dedans, c'est lui qui vous paye votre loyer. Et il est normalement dans l'obligation de remettre dans l'état où il a loué. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, il faut pas penser au négatif avant de le faire. Penser qu'au positif. Ouais, mais ça fait partie du risque, hein, comme dans tout business. Ouais,
Ouais, je te posais cette question parce que c'est une question qui est quand même assez courante. Et c'est la plus grosse crainte en vrai de directement investir dans l'immobilier. Le fait de je vais pas avoir. Il va pas payer mon loyer, je vais avoir des retards, peut-être qu'il est insolvable, Exactement. je vais pas savoir le mettre dehors. Ou ces Mais choses-là. il faut pas croire, c'est pas si difficile que ça de mettre quelqu'un dehors. Ouais, justement, je voulais te poser. On a complexifié la chose à travers les médias, etc. Mais en Belgique, ça peut aller relativement vite. Période, Comment Il me tu semble fais qu'il si, faut pas qu'il fasse trop froid dehors ou je sais plus. Franchement, je sais pas du tout s'il y avait un truc comme ça avec le fait que. Ouais, mais c'est plutôt en France, hein, ça. Après, Ouais. il y a aussi ça en Belgique, mais encore une fois, on sait à qui on loue un bien. Aussi. Vous savez si c'est un gars du CPS ou pas, et c'est un choix. Le gars, il peut dire, c'est le CPS qui me paye, dans tous les cas, je vais te payer. Ou le gars qui va annoncer, je gagne 10 000 euros par mois, je veux louer mon bien, etc. On analyse le profil. Il y a un minimum d'analyse, il y a la garantie, etc. Donc on sait sur qui on tombe. Mhm. Enfin, voilà, on peut toujours avoir des surprises, encore une fois, ça fait partie du jeu. Ouais. Nickel. Allez, on va clôturer là-dessus. Super. En tout cas, merci pour votre invitation. J'ai un peu bugué au début, Bon. mais j'espère que j'ai répondu Nickel. à 80% même à 100% Même plus. des À tout. informations. Bien À sûr, tu as répondu à tout et tu as même très bien répondu. Et merci encore une fois d'être venu. Merci Ça à nous fait vous. vraiment plaisir. Et moi, je vous félicite parce que c'est déjà une bonne première étape dans votre processus d'entrepreneur. Donc, il faut juste persévérer, ne pas abandonner. Et vous allez voir, vous allez atteindre les sommets. Ça fait C'est plaisir. ce qu'on vise. Allez, génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut à tous.